Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de votre émission Opinion. Opinion a le plaisir ce dimanche de recevoir Dr Babacar Diop. Dr Diop, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Bien, un plaisir toujours partagé. Venir répondre à votre invitation. Et vous me permettrez de souhaiter un bon carême à la communauté chrétienne du monde, mais surtout et plus particulièrement à la communauté chrétienne de notre pays en ces temps obscurs et sombres. Le message du Christ est toujours actuel parce qu'il reste un message de paix, un message de solidarité, de fraternité, d'égalité et d'amour. Et je me suis toujours ému devant les paroles de l'Évangile, mais surtout au passage 25 et 35, quand il dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, et j'étais malade, vous m'avez soigné, et j'étais étranger, vous m'avez donné l'hospitalité, et j'étais nu et vous m'avez vêtu. » Et c'est une parole profondément humaniste. C'est la raison pour laquelle j'interpelle l'Église de notre pays, et qui a souvent eu des positions, qui est restée toujours fidèle à sa mission prophétique et à sa mission critique d'être toujours à côté des pauvres, des persécutés, et des humiliés. Et depuis la conférence des évêques latino-américaines de 1979, l'Église a proclamé l'option préférentielle pour les pauvres. Mais contrairement à l'Église dans les autres pays africains, celle du Sénégal est moins engagée politiquement. Mais il a une ligne profondément démocratique, égalitariste, qui se soucie des droits humains, qui se soucie de la situation des pauvres. Le pauvre au sens biblique, c'est l'humilié, l'opprimé. L'année dernière, lorsque son éminence Adrien Cardinal Sarr m'a fait l'honneur de me recevoir, il a prononcé un mot, une parole que je garde encore en mémoire. Il m'a dit: Docteur Diop, vous êtes jeune, vous êtes engagé en politique, mais n'oubliez jamais que le pouvoir n'est jamais au-dessus de Dieu. Et c'est une position profondément humaniste, une position profondément égalitariste et progressiste et démocratique. Voilà, nous allons refermer cette fausse ouverture, comme on dit trivialement dans le journalisme, pour poursuivre juste la présentation. Vous êtes le secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal, FDS Guelwaar. L'Assemblée nationale a franchi un pas décisif ce vendredi dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Les députés ont en effet procédé à la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues accusés de viol et de menaces de mort. Comme beaucoup de Sénégalais, vous avez suivi, je l'espère, les débats, parce que la presse n'a pas été admise à l'hémicycle. C'est grâce à l'ingéniosité de la députée Mame Diarra Fam qu'on a eu l'occasion de suivre ce qui s'est passé à l'Assemblée. Ces événements de vendredi dernier, vous les qualifieriez comment? De bonnes nouvelles ou bien de mauvaises nouvelles pour notre démocratie? C'est une journée sombre pour notre démocratie, un vendredi noir pour notre démocratie. La place Soweto, qui est une place de dignité, de liberté, a été transformée en une place de la honte. L'Assemblée nationale, celle-là, qui ne nous représente plus, elle n'est plus une Assemblée nationale, c'est une camarilla
Les députés qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas des députés, c'est des comploteurs, véritablement au service de Macky Sall. Cela signifie que cette Assemblée ne nous représente plus. La représentation, mon cher Pierre, est une délégation. Mais ici, la représentation n'est plus une délégation, mais c'est une confiscation, c'est une domination, une oppression. Et en violation flagrante de la constitution de notre pays, en violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette Assemblée a livré le président Ousmane Sonko. Je dis, mais c'est l'acte final simplement d'un complot, d'une machination ourdie de toutes pièces en vue de liquider un adversaire politique. Et cette affaire, elle est suspecte, en tout cas la précipitation avec laquelle les institutions de notre pays, la manière expéditive avec laquelle nos institutions de notre pays ont traité cette plainte de Adji Sarr qui accuse le député Ousmane Sonko de viol. Pour moi, c'est un viol imaginaire. Oui, mais on peut poser cette question à l'envers, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas une opportunité offerte à Ousmane Sonko pour se défendre? Oui, s'il y avait une justice crédible, si nous n'avions pas cette justice aux ordres, certainement Ousmane Sonko n'aurait pas de problème à répondre à l'invitation de la justice. Mais ce n'est pas une invitation, c'est une invitation à l'échafaud. Et il a toutes les raisons du monde de refuser de répondre à cette invitation. Je dis bien, d'abord, la gendarmerie, en violation flagrante de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, a voulu le convoquer, tout en sachant que c'est un député de l'Assemblée nationale du Sénégal. Mais surtout la manière expéditive dans laquelle le procureur est entré dans ce dossier. Et je signale, mon cher Pierre, le procureur, dans son réquisitoire introductif, a visé une personne inconnue. Cet inconnu, c'est X. Et le juge d'instruction, lui, a nommé Ousmane Sonko. Et je pense que l'Assemblée nationale n'est pas là pour résoudre l'équation X. Je pense qu'on ne peut pas demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de M. Ousmane Sonko sur des bases aussi légères. Mais les députés de la majorité disent que le nom de Ousmane Sonko figure bien sur la convocation qu'ils ont reçue. Et vous savez, les députés de la majorité ne sont plus des députés, c'est des comploteurs qui sont instrumentalisés pour permettre à M. Macky Sall d'atteindre son objectif qui est la liquidation de Ousmane Sonko, la liquidation de notre démocratie. Je rappelle, l'Assemblée nationale de notre pays, mon cher Pierre, est régie par un règlement intérieur. Et il y a eu la violation de l'article 40 et de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quand la commission ad hoc a été mise sur pied, il y a eu la démission de Cheikh Bamba Dièye, il y a eu la démission de l'honorable député Moustapha Guirassy. Il aurait fallu simplement les remplacer, parce que c'est l'article 40 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a prévu cela en cas de vacances. Et donc, le président du groupe concerné, sous couvert du président de la commission, saisit le président de l'Assemblée nationale. Tout ceci n'a pas été fait parce que l'Assemblée... Ça changerait quoi? Ça changerait quoi? Oui. Ça renforce la violation flagrante des lois, des règlements, des principes les plus élémentaires de la justice dans notre pays. Et ça réconforte, fortifie la position de tous ceux qui pensent que la justice fout le camp dans notre pays. Que vous ne mettez pas de gants là? Je ne mets pas de gants. La justice fout le camp dans notre pays. Notre magistrature n'est pas indépendante. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est un juge qui le dit. Le juge Dème a dit, en démissionnant, j'ai démissionné d'une magistrature qui a démissionné.
Donc, il n'y a plus de justice. Mais a-t-on tous intérêt à affaiblir davantage notre justice? Qui doit protéger les institutions? Qui a prêté serment pour défendre nos institutions, pour défendre la justice? C'est M. Macky Sall. On se rend compte qu'on a une justice aujourd'hui à double vitesse qui protège ceux qui sont avec M. Macky Sall, qui écrase ses adversaires. Et comme disait le sage Solon, les lois ressemblent à des toiles d'araignée qui captivent donc les faibles, les faibles, mais que les plus riches les déchirent. Ici au Sénégal, nous avons vu que les plus riches déchirent ces toiles d'araignée. Il n'y a plus de justice dans ce pays. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette nouvelle situation, et c'est très inquiétant pour notre système démocratique. C'est très inquiétant pour nos institutions républicaines. Et le président Macky Sall, il dit qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Quel crédit donnez-vous à ces assurances du président de la République? L'aveu est la mère des preuves. C'est le président lui-même, dans son interview, qui dit qu'il reconnaît qu'il y a un complot, même s'il n'est pas mêlé à ce complot, mais il reconnaît que c'est un complot. C'est Ousmane Sonko qui a été le premier à avoir parlé de complot. Mais il dit qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé à ce complot. Et c'est lui qui le dit. Il reconnaît donc que c'est un complot. Et l'enquête de la gendarmerie montre que c'est un complot. C'est une machination. C'est une conjuration. Et il y a un chef de la conjuration. Le chef de la conjuration, c'est M. Macky Sall. Il y a un commanditaire, parce qu'il y a quelqu'un qui a intérêt à la liquidation de M. Ousmane Sonko. Cet homme-là, c'est M. Macky Sall. Mon cher Pierre, si on avait laissé la gendarmerie qui a fait une enquête à décharge sur... si on avait laissé la gendarmerie continuer son travail, elle aurait pu certainement exploiter la piste de l'ami d'Adji Sarr qui est venu récupérer nuitamment. On a parlé dans ce dossier d'un avocat, d'une avocate. Il sera auditionné mardi. D'un avocat, d'une avocate. On a parlé d'un médecin. Tout cela. Et pourquoi on n'a pas orienté l'enquête vers ce côté? Et tout ceci, je pense que trouble notre esprit, nous montre simplement que c'est une cabale politique, c'est une machination pour liquider un adversaire politique, pour liquider Ousmane Sonko. Et c'est le même procédé. Donc M. Macky Sall utilise aujourd'hui parce que pour lui la volonté de M. Macky Sall vaut la loi, et la loi fait la loi. M. Macky Sall a utilisé la justice, a instrumentalisé notre justice, mon cher Pierre, pour liquider un adversaire politique qui s'appelle M. Karim Wade. Sur la liste de la CREI, il y avait 25 personnalités, mon cher Pierre. Certains d'entre eux étaient des députés de l'Assemblée nationale. Leur immunité parlementaire a été levée. Résultat des courses, il n'y a eu qu'un seul condamné, M. Macky Sall. Et l'un des membres de cette liste-là, qui était député à l'Assemblée nationale, aujourd'hui siège au Conseil des ministres. M. Macky Sall a instrumentalisé notre justice pour liquider un adversaire politique qui s'appelle M. Khalifa Ababakar Sall. Et lui, ce qu'il veut, c'est nous imposer une démocratie sans opposition, une démocratie sans adversaire. Et quand il voit un adversaire qui est à la hauteur, il fait tout pour l'éliminer de la course. Et c'est le même procédé aujourd'hui. Vous lui donnez trop de pouvoir là. Oui. En vous entendant parler, on a l'impression qu'on se dit que Macky Sall, donc c'est un génie alors. Il n'est pas un génie. C'est qu'il utilise nos institutions. Il instrumentalise
nos institutions. Ils utilisent le pouvoir politique pour nous imposer une dictature. Ils utilisent la violence, voilà le mot que je cherchais, dans sa forme la plus cruelle, la plus sauvage, la plus brutale contre ses adversaires politiques. La politique, c'est également une question de rapport de force. Non, la politique est d'abord une affaire d'éthique. Parce que, rappelez-vous, le 23 juin, nous avions pensé qu'au sortir de ces événements malheureux, notre démocratie allait être renforcée et que le Sénégal allait renforcer un état de droit, son état de droit, une indépendance de la justice de notre pays, le respect des libertés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est notre démocratie elle-même qui est menacée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'indice de la démocratie qui sort rendu public chaque année par The Economist Intelligence United, qui dans son rapport 2020 dit que le Sénégal a quitté la catégorie des démocraties imparfaites pour intégrer la catégorie des démocraties hybrides. Cela signifie quoi? On est entre la démocratie et la dictature. Le rapport 2020 qui dit cela, avec la note de 5,75, donc derrière des pays comme le Cap-Vert qui se portent bien. C'est sur la base de perception? Non, c'est sur des critères. À partir de 5 critères, le processus électoral, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture démocratique et les libertés. Le processus électoral, mon cher Pierre, les élections législatives de 2017 ont été contestées, mon cher Pierre. La présidentielle a été contestée. Aujourd'hui, le calendrier républicain, mon cher Pierre, est suspendu. L'on ne connaît pas la date des élections locales, l'on ne connaît pas la date de la présidentielle, le fonctionnement de ce gouvernement. On a une gouvernance fondée sur la corruption. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais est-ce que la contestation est un critère fondamental pour buter de la fiabilité d'une élection? Aux États-Unis, supposé la première démocratie, on a contesté des élections là-bas. Je dis, il n'y a pas simplement la contestation, le droit de vote de milliers de Sénégalais, des centaines de milliers de Sénégalais, parce qu'ils habitent dans des zones qui ne sont pas simplement favorables au gouvernement. Le calendrier républicain, mon cher Pierre, c'est des faits. Le calendrier républicain, on devait organiser les élections législatives, les élections locales. On doit préparer les élections législatives. On nous parle aujourd'hui de couplage. Ce calendrier républicain est suspendu. Donc les libertés dans ce pays sont menacées. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, une séance plénière en huis clos, une catimini, l'Assemblée nationale transformée en forteresse, en bunker, la liberté de presse menacée, le droit à l'information des citoyens, les marches qui sont systématiquement interdites dans ce pays, mon cher Pierre, les rassemblements interdits dans ce pays, toute forme de critique, de défiance interdite, mon cher Pierre, dans ce pays, les libertés, le droit de vote. Donc, ça montre que sur ce côté de l'état de droit qui s'effondre donc au Sénégal. Sur la gouvernance, je dis, nous avons une gouvernance fondée sur la corruption. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'indice de perception de la corruption dans son dernier rapport publié par Amnesty qui donne au Sénégal une note 45 sur 100 et qu'on stagne dans cette situation depuis 2016. Oui. Vous pointez la responsabilité du président de la République dans cette affaire Ousmane Sonko. Le président Macky Sall dit qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette histoire. Alors cette posture a été même confortée vendredi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui dit que quand le président a appris cette affaire, il a eu une réaction de désolation. Ils veulent tromper qui? Ils s'adressent à qui? Nous sommes plus intelligents que tout cela. Il ne faut pas qu'ils insultent notre intelligence. Les faits, rien que les faits, montrent que le président de la République n'est pas étranger à cette affaire. Cette plainte qu'on a déposée à la gendarmerie, le toit, la gendarmerie qui a commencé cette enquête,
Et quand le procureur de la République s'est saisi de ce dossier, on a vu la précipitation avec laquelle, le même jour, le procureur de la République a fait son réquisitoire introductif, le juge d'instruction, le procureur général, le ministre de la Justice, et que le même jour, la presse a annoncé que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale allait se réunir pour statuer sur le cas du député Ousmane Sonko. Tout ceci montre qu'aujourd'hui, il y a une coalition de l'exécutif, du législatif et du judiciaire en vue de liquider un adversaire. Mais pourquoi voulez-vous faire une affaire purement privée, une affaire d'État? C'est pas une affaire privée. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Mon cher Pierre, il n'y a rien dans ce dossier. On invente des preuves, on construit des preuves, on crée des preuves. C'est un complot contre Ousmane Sonko, un complot contre nos institutions. L'avocat de la plaignante dit détenir des preuves. Quelles preuves? Des preuves fabriquées, des preuves construites, des preuves imaginaires. Simplement, il n'y a rien dans ce dossier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les PV de la gendarmerie qui révèlent qu'il y a des contradictions dans les déclarations de la concernée elle-même. Et mon cher Pierre, ce viol, s'il existerait simplement un viol imaginaire qui n'existerait que dans la tête de ceux qui l'ont inventé, comment peut-il y avoir un viol dans l'enceinte d'une maison dans laquelle vit la femme, la patronne, la propriétaire, avec son mari, avec ses employés, avec ses enfants? Il y a 3 témoins principaux, mon cher Pierre. La première a parlé de menaces de mort. Je dis, il y a 3 témoins principaux dans cette affaire. Et tous les témoins ont disculpé M. Ousmane Sonko. Il y a d'abord la patronne. Il y a le mari de la femme. Il y a la deuxième masseuse. Et mon cher Pierre, cette affaire-là est fabriquée, cousue de toutes pièces pour liquider un adversaire. Et j'ai l'impression que nous sommes retournés en 1962 lorsqu'on a comploté pour liquider le président Mamadou Dia. C'est qu'on avait créé, inventé des preuves, aller salir son image auprès de l'opinion publique pour mieux l'exécuter simplement. Mais jusqu'où peut-elle mener cette affaire? Est-ce que la stabilité de notre pays en dépend en partie? Oui, c'est pourquoi j'ai dit les comploteurs doivent revenir à la raison, mon cher Pierre. Ceux qui ont prêté serment pour défendre la paix civile doivent revenir à la raison, mon cher Pierre. La paix civile, mon cher Pierre, est à la fois moyen et finalité. Le développement même a pour finalité la paix civile. Le développement même consolide la paix civile, mon cher Pierre. La paix civile, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas le contraire de la guerre, c'est la norme suprême de l'existence sociale. Cette paix civile doit être préservée, mon cher Pierre. Mais comment préserver? Nous devons tous être des artisans de paix. Ouais, mais comment préserver la paix civile? Le sage Plutarque dit, l'égalité n'a jamais engendré la guerre. Qu'est-ce que cela signifie? L'injustice, l'inégalité engendre la guerre. Si on veut une paix civile, cette paix civile doit être construite sur la base de la justice, de l'égalité, du respect des droits des uns et des autres. Quand il n'y a pas de justice, on ne peut pas parler de paix. Et je pense qu'aujourd'hui, les sages qui sont dans ce pays, les autorités traditionnelles, coutumières, religieuses, doivent s'adresser à M. Macky Sall. Sans justice, il n'y aura pas de paix. C'est pourquoi moi je comprends bien l'attitude, la position de défiance, de résistance de M. Ousmane Sonko, parce que devant l'oppression... Est-ce qu'il n'en rajoute pas une louche là? Il n'en rajoute rien. Vous savez, mon cher Pierre,
les conditions qui rendent légitime la désobéissance sont réunies dans cette affaire. Il y a deux conditions principales. La première condition, c'est que lorsqu'un individu ou un groupe est victime d'une injustice flagrante, majeure, visible et répétée, la première condition de désobéissance devient donc est réunie. La deuxième condition pour qu'une désobéissance, une résistance soit légitime, c'est lorsqu'on a épuisé les voies et toute possibilité de recours, lorsque les tribunaux ne sont plus crédibles pour rendre des verdicts équitables, la désobéissance devient légitime. Et dans le cas du Sénégal, on se rend compte, M. Ousmane Sonko est victime. Le PASTEF, le parti PASTEF, le PASTEF agressé, le PASTEF violenté, le PASTEF martyrisé depuis des années. On a radié de la fonction publique. On soupçonne une volonté de dissoudre tout simplement le parti. Une volonté de liquidation du projet. Oui, et bien sûr, plus que croire. C'est des faits. M. Ousmane Sonko a été radié de l'administration en violation flagrante des lois et règlements de notre pays. Tout dernièrement, un ministre de l'Intérieur qui ne connaît pas ses responsabilités, qui ignore ses responsabilités, qui ignore sa mission, a menacé de dissoudre le parti PASTEF. Des militants de Ousmane Sonko ont été ici assassinés à Keur Massar. Depuis lors, la justice ne s'est pas prononcée sur cette affaire. On en rajoute cette affaire, donc cousue de toutes pièces pour le liquider. À partir de ce moment, je pense qu'il y a manifestement des injustices visibles majeures. L'autre chose est que la justice de notre pays n'est plus crédible et je pense que la désobéissance est légitime parce que l'on ne doit obéissance qu'aux lois justes, qu'aux lois légitimes. Il n'y a plus de justice dans ce pays, il n'y a plus d'état de droit. Ce que nous avons, c'est un état barbare. Ce que nous avons, c'est un état incivil. Ce que nous avons, c'est un état de police fondé sur la violence, fondé sur la répression, sur la répression. Et lorsque l'état de droit s'effondre, mon cher Pierre, qui doit être un état civilisateur, comme dit mon maître, le professeur Djibril Samb, un état producteur de civilisation, de progrès, lorsque cet état de droit s'effondre, lorsque la démocratie s'effondre, lorsque la justice s'effondre, s'installe l'état de rébellion, qui est un état d'insurrection. Mais notre insurrection est profondément démocratique. C'est une insurrection pour restaurer la liberté, pour restaurer la démocratie, pour restaurer la dignité. C'est pourquoi elle est profondément démocratique et elle sera pacifique. Faites-vous partie de ceux qui redoutent les jours à venir? Pour certains, certains attendent même les événements prochains et la peur au ventre. Oui, cela va de soi que la peur s'installe dans ce pays, mais qui a intérêt à installer la peur? C'est ceux qui gouvernent, par la violence, par la répression, par la domination, qui ont oublié ou qui ignorent que le pouvoir est d'abord service. Le pouvoir est d'abord respect de la volonté générale, de la volonté collective, et qui ont transformé ce pouvoir aujourd'hui en un pouvoir fétichisé. Ça veut dire un pouvoir qui est devenu absolutisation, qui est devenu divinisation, qui est devenu domination, qui écrase le peuple. Et ceux-là ont intérêt à installer la peur, à installer le chaos, à installer un État qui n'est pas fondé sur le droit, mais fondé simplement sur leur propre volonté. Sic volo, sic ube, istat pro ratione voluntas. Je le veux, je leur donne, ma volonté tient lieu de raison.
Et votre soutien à Ousmane Sonko, faut-il l'inscrire dans le registre d'un soutien de principe, ou bien c'est parce que vous êtes convaincu de son innocence? Je suis convaincu de son innocence, mon cher Pierre. Je ne soutiens pas un individu, je soutiens une cause, la cause de Ousmane Sonko aujourd'hui. Mais seule la justice pourra établir l'innocence d'Ousmane Sonko. Quelle justice? Une justice aux ordres. La justice de M. Macky Sall, qui blanchit Aliou Sall, qui disculpe un fabricant de faux billets. C'est cette justice-là, vous me parlez de cette justice? Cette justice qui écrase M. Khalifa Ababakar Sall, qui écrase M. Karim Wade, qui bafoue les règles et lois de notre pays. Vous me parlez de quelle justice? Une justice que rien n'empêche d'être indépendante. Mais elle n'est pas indépendante, mon cher Pierre. Oui, un magistrat qui n'est pas indépendant n'est pas un magistrat, et comme dit mon maître encore, le professeur Djibril Samb, un magistrat qui n'est pas indépendant est un pitoyable faquin. Malheureusement, nous avons beaucoup de magistrats qui ne sont pas indépendants dans ce pays. La magistrature n'est pas indépendante. La justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, fout le camp dans ce pays, et que les citoyens ne se reconnaissent plus à travers nos institutions. Ce qui incarne nos institutions ne nous représente plus. Il y a une crise de confiance entre les représentants et les représentés. Quand on est dans cette situation, ceux qui sont opprimés, humiliés, ont le droit, le devoir de résister face à l'oppression, face à la domination, face à la violence. Mais jusqu'où peut mener cette histoire, ce dossier, selon vous? Oui, Macky Sall apportera la responsabilité seul. Il n'a pas le droit de brûler ce pays. Il n'a pas le droit de perturber notre vivre ensemble. Il n'a pas le droit de menacer la paix civile, la paix sociale dans ce pays, pour satisfaire simplement ses intérêts égoïstes, ses intérêts claniques, pour simplement nous imposer une tyrannie, nous imposer une dictature. Il n'a pas ce droit. Je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent lui parler. Ils doivent lui rappeler sa responsabilité, sa mission de préservation de la paix, de la sécurité et de la santé de notre pays, de notre démocratie. Aujourd'hui, vous soutenez Ousmane Sonko, vous soutenez même une cause, comme vous le dites. Mais il y a de cela 2 ans, il avait également besoin de votre soutien à la présidentielle. Finalement, vous avez préféré soutenir le candidat Idrissa Seck. Êtes-vous, docteur Babacar Diop, en session de rattrapage? Mon cher Pierre, peut-être vous avez posé cette question par coquetterie intellectuelle, peut-être, ou bien parce que peut-être vous ignorez, par désir d'être édifié, ou bien peut-être vous ignorez mon parcours. Ce que les Romains appellent le cursus honorum, j'ai eu la chance de faire ce cursus honorum. Mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le collège, au CM Djibril Diaw, au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai fait ce que je devais faire. Et les gens de ma génération, je pense bien me connaissent. Je ne suis pas en session de rattrapage parce que je ne suis pas en retard. Et oui, plus de remords entre-temps. Vous vous dites, audiente, j'aurais dû soutenir la candidature de Sonko. Je n'ai pas de regret sur le soutien apporté à M. Idrissa Seck. Et si c'était à refaire dans les mêmes conditions, j'aurais fait la même chose. 2019, c'était un autre contexte. FDS venait de naître et n'avait que, mon cher Pierre, 8 mois. On n'engage pas une présidentielle dans ces conditions, c'est une affaire trop sérieuse. Et Idrissa Seck, il se trouve que c'était le seul candidat qui était venu vers nous, qui a sollicité un soutien de FDS. Nous l'avons soutenu, nous avons porté sa candidature,
nous avons organisé son investiture à la place de l'Obélisque. Nous avons battu campagne et nous avons eu d'excellents résultats. Si l'élection présidentielle était transparente, aujourd'hui, Idrissa Seck serait certainement une coalition XXL, une coalition de second tour pratiquement. Si l'élection était transparente, il serait aujourd'hui président. Sous ce soutien apporté à M. Idrissa Seck en 2019, il n'y a pas de regret. Et nous l'assumons. Et nous avons été fiers du travail accompli dans cette coalition, du positionnement de FDS dans cette coalition. Nous avons travaillé avec M. Idrissa Seck dans le respect, dans un respect mutuel. Il a beaucoup de considération pour FDS et pour le leader du FDS. Il a pris en compte nos préoccupations, une partie de notre programme, mais nous ne sommes pas des libéraux, nous ne sommes pas des gens de Rewmi, et la raison pour laquelle, tout juste après la présidentielle, nous avons repris le travail de massification, d'organisation de notre parti, parce que nous avons un projet, nous sommes porteurs d'un projet national, et notre ambition, c'est d'aller à la conquête du pouvoir pour un projet de transformation des institutions de notre pays. Et Idrissa Seck a-t-il trahi l'idéal pour lequel vous l'avez soutenu en allant rallier le camp du pouvoir? Je ne saurais le dire. Chacun est libre. Chacun est responsable des actes qu'il pose, des paroles qu'il prononce. Je peux parler au nom de FDS, mon cher Pierre, mais je ne peux pas parler au nom de Rewmi. Je ne connais pas l'environnement de Rewmi, comment il travaille. Franchement, je ne le connais pas. J'ai connu Idrissa Seck, avec qui j'ai discuté, que j'ai accompagné lors de la dernière présidentielle. Au niveau de FDS, on est en phase parce que nous avons une ligne et jusqu'à présent, Dieu merci, nous sommes fidèles à cette ligne. Lorsqu'on était dans le mouvement élève à Thiès, on était à cheval sur les valeurs, sur l'éthique. On voulait être incorruptible. Lorsque nous sommes venus dans le mouvement étudiant, nous voulions rester nous-mêmes. Parce que vous connaissez l'université, c'est une période où les gens prenaient des bourses pour aller à l'étranger. C'est une période où on nous appelait des délégués qui cherchent des visas pour partir à l'étranger. Mais je pense que nous sommes restés nous-mêmes, incorruptibles. Lorsque nous sommes entrés en politique, nous avons suivi cette ligne. Et aujourd'hui, FDS est fidèle à cette ligne. C'est pourquoi le soutien à Ousmane Sonko, ce n'est pas un soutien à un individu, c'est à une cause, parce que nous avions soutenu M. Karim Wade sans être membre du Parti démocratique sénégalais, sans même être des libéraux. Nous avions soutenu M. Khalifa Ababacar Sall lorsqu'il a été victime d'une injustice. Nous avions soutenu récemment mon cher Pierre Boubacar Seye lorsqu'il a été victime d'une injustice. Par la même occasion, nous soutenons Ousmane Sonko, et par la même occasion aussi, je soutiens mon ami, mon camarade, mon frère Guy Marius Sagna. C'est la figure du patriotisme, du désintéressement. C'est un grand monsieur, un grand Sénégalais que le gouvernement cherche à casser, mais je m'adresse au ministre de la Justice, le Guy Marius Sagna, que je connais, et qui est mon ami, qui est mon frère. Avec toute votre violence, monsieur le ministre, vous n'arriverez jamais à le casser. Alors, avant la survenance de cette affaire dite affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, l'actualité était dominée par cette fuite, organisée ou pas, de la déclaration de patrimoine de Idrissa Seck, votre candidat en 2019. Est-ce qu'après avoir lu son patrimoine, on dit qu'il pèserait des milliards, vous avez eu envie, il ne vous reste pas de cheveux, mais de vous arracher le peu de cheveux qui vous restait? Mon cher Pierre, d'abord, qui a fait fuiter cette déclaration,
Et lorsque M. Idrissa Seck a déposé sa déclaration de patrimoine, dès le lendemain, on a retrouvé cette déclaration dans la presse, qui a intérêt et qui peut être à la base de cette divulgation, de cette publication. À votre avis? C'est M. Macky Sall et ses affidés, certainement. Oui. C'est lui qui est derrière. Évidemment. Évidemment. Et ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a pas eu un accord sincère, il n'y a pas eu de dialogue sincère, et je pense que c'est un jeu de dupes, et que très bientôt, ça va être une guerre ouverte entre les gens de Rewmi, c'est moi qui vous le dis, et monsieur Macky Sall, ce n'est pas du Mburok Sow, et je pense qu'ils vont vite se rendre compte que c'est loin d'être du Mburok Sow, et qu'ils seront très bientôt les cibles de M. Macky Sall. C'est ce que je peux dire. Pourtant, après la fuite de ce document, il a reçu Idrissa Seck Dardar au palais. C'était quoi? On veut tromper qui dans ce pays? Comme c'était une manière pour lui de lui témoigner de sa solidarité et tout, et de se disculper en quelque sorte. Je ne suis pas un défenseur de Idrissa et des gens de Rewmi. Je pense qu'ils sont assez grands et je pense qu'ils sont assez grands, en tout cas ce que je veux dire, un homme averti en vaut deux. Maintenant, sur cette déclaration, quand la presse en a parlé, le président pèse des milliards, M. Idrissa Seck pèse des milliards, et d'autres, et d'autres. J'ai eu à dire, je ne m'adresse pas à M. Idrissa Seck, je m'adresse à toute la classe politique de notre pays. Très riche, une classe politique très riche. Ce n'est pas normal. Si vous voulez être milliardaire, mon cher Pierre, vous entrez dans le monde des affaires. Mais la politique, vous ne pouvez pas être milliardaire simplement sur la base des positions qu'on a occupées dans le pouvoir, pas simplement on a été ministre d'État, parce qu'on simplement on a été premier ministre, pas simplement on a été ministre, pas simplement on a été directeur des impôts, parce que simplement on a été à la tête d'une direction générale et que l'on devienne milliardaire. Et je pense que c'est cette manière de faire de la politique, c'est cette conception de la politique qu'il faut déconstruire et restaurer une autre façon de faire de la politique qui fait que la politique est d'abord service. L'évangile dit quiconque veut être grand parmi vous, qu'il devienne votre serviteur. Quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est ça la conception que nous avons de la politique. La politique est d'abord un service. Et c'est pourquoi lorsque nous avons fondé FDS, les Forces démocratiques du Sénégal, FDS, les Guelwaars, nous avons voulu sortir du piège de parti machine électorale, un parti politique conçu exclusivement pour préparer, aller à des élections sans projet. Ce que nous voulons, c'est construire un parti nouveau, avec un projet nouveau et des hommes nouveaux. C'est pourquoi FDS constitue un corps de serviteurs publics. Le vaccin, parlons-en, il nous reste une dizaine de minutes. Le président de la République et des membres de son gouvernement ont pris les premières doses. Alors, votre perception a-t-elle évolué quand vous avez vu le président aller en première ligne pour se faire vacciner? D'abord, mon cher Pierre, le gouvernement doit éclairer nos lanternes, doit éclairer le peuple sénégalais sur les 200 000 doses de Sinopharm. Tantôt, le gouvernement nous dit c'est un don de la Chine. Tantôt, ce gouvernement, même gouvernement, nous dit que c'est le Sénégal qui a acheté ces 200 000 doses et que le Sénégal a payé à hauteur de 2 milliards. 2,2 milliards. Et par la même occasion, je rappelle que la Chine a fait le même don, un don de 200 000 doses au gouvernement d'Algérie. La Chine a fait le même don, 200 000 doses au Zimbabwe. Et le président, dans son interview à RFI, semble admettre que c'est un don de la Chine. Et je pense que pour des soucis de transparence, le gouvernement doit nous parler
le gouvernement doit nous dire la vérité. Je le rappelle parce que dans la première phase, il y a eu beaucoup de manquements dans la gestion des 1000 milliards, surtout les 69 milliards engagés pour soutenir les familles pauvres, les familles faibles. Vous avez vu comment on a octroyé ces différents marchés à l'homme d'affaires Ryan Hachem avec ces deux entreprises, un marché de 17 milliards. Comment l'homme d'affaires Diopsi, qui est député à l'Assemblée nationale, comment Mansour Faye lui a donné le marché du transport. Et finalement, les denrées qui étaient destinées aux familles vulnérables, ces familles, la plupart d'entre elles n'ont rien vu. Donc la question de la transparence se pose. L'autre chose à ce niveau, quand les vaccins sont arrivés, et cette campagne vaccinale, c'est une campagne destinée au gouvernement, aux membres de l'Assemblée nationale, aux élites du pays. La pédagogie par l'exemple. Quelle pédagogie par l'exemple? Tant que les Sénégalais étaient sceptiques avant l'arrivée de ce vaccin-là, il fallait les rassurer, non? Je pense que tel que la campagne se déroule aujourd'hui, c'est une campagne destinée aux élites de notre pays. Et après cela, mon cher Pierre, le président a fait une communication désastreuse, une communication calamiteuse, en disant quoi? Si vous ne prenez pas les vaccins, je vais les offrir à d'autres pays. On ne s'adresse pas à son peuple de cette manière. Oui, quand on s'adresse à son peuple... Il faut le comprendre au second degré. Il a voulu faire de l'humour. Et vous vous interprétez à la place du président de la République, ou bien vous devez laisser le peuple interpréter cette manière avec laquelle on s'adresse au peuple. C'est du mépris, ce n'est pas responsable. Un dirigeant, c'est d'abord un pédagogue. Un dirigeant, c'est d'abord un exemple. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui restaure la confiance. C'est quelqu'un qui doit savoir parler à son peuple avec beaucoup d'égards. Et c'est ça qui manque au président de la République. Et je pense que le personnel de santé et tous ceux qui travaillent dans ce secteur doivent redoubler d'efforts pour convaincre les citoyens, parce que, en définitive, je pense que les populations doivent se faire vacciner, parce que c'est la seule manière, pour le moment, en tout cas scientifiquement, pour le moment, de vaincre la Covid-19. Est-ce que vous pensez que la perception, je dirais même la méfiance que les Sénégalais avaient vis-à-vis de ce vaccin pourra changer quand ils ont vu le chef de l'État être en première ligne? Le président ne peut rien changer, parce que sa figure est balafrée. Son image ne passe plus. C'est une institution décrédibilisée. Mais par contre, si le gouvernement est intelligent, il ferait intervenir des gens qui ont encore de la crédibilité dans ce pays. C'est en cela qu'une communication communautaire est intéressante. Et les chefs religieux, par exemple, à Medina Baye, on a vu le calife, en tout cas il est annoncé que le calife sera vacciné. Des exemples de cette nature, je pense que peut convaincre les populations, mais pas la figure de M. Macky Sall. Vous personnellement, êtes-vous dans les dispositions de vous faire vacciner? Bien sûr, et je suis dans les conditions et je le demande à mes étudiants. Et je pense que, parce qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable. Scientifiquement, c'est le seul moyen dont nous disposons aujourd'hui pour vaincre la maladie. À l'université, dans ce contexte de pandémie, certains proposent la fermeture des écoles et de l'université. Quelle est votre position là-dessus? Ce ne serait pas intelligent pour ma part, parce que notre situation n'est pas si chaotique. Et d'autres pays qui ont frôlé le chaos ont résisté et ont ouvert leur université. Cet état d'urgence qu'on nous a imposé à Dakar, c'est un état d'urgence simplement politique pour mieux restreindre les libertés. Et je pense que l'année dernière, on a beaucoup perdu. Et les dispositions qui devaient être prises pour permettre un enseignement bimodal n'ont pas été prises. Les étudiants ont beaucoup souffert, les enseignants même. Et je pense que pour cette année,
toutes les dispositions doivent être prises pour permettre aux étudiants de bénéficier d'un enseignement présentiel, parce que les conditions d'un enseignement bimodal ne sont pas encore réunies dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je dénonce la politique du gouvernement aujourd'hui au niveau des universités, tendant à vouloir faire de l'UVS la première université du pays. C'est une catastrophe, c'est inacceptable. Le gouvernement doit construire d'autres universités, terminer les chantiers des universités Sine Saloum et Haji Ibrahim Niass, des universités de Ziguinchor, de l'université de Saint-Louis, de l'université de Thiès, parce que l'enseignement compte. D'abord, c'est avec l'enseignement que l'on construit, c'est avec l'éducation que l'on construit, que l'on prépare les futures générations. Alors, un débat qui a fait rage pendant de longues semaines et qui s'est estompé un temps soit peu, à cause peut-être de cette affaire mentionnée, c'est le débat autour du troisième mandat. C'est quoi votre intime conviction, Dr Babacar Diop? Le président de la République nourrit-il l'intention de se présenter pour un troisième mandat ou pas? Oui, si on ne fait pas attention, mon cher Pierre, nous allons assister à la mort de la démocratie en Afrique. Et de plus en plus se met en place une internationale autoritaire à la tête de laquelle il y a M. Macky Sall, accompagné d'Alassane Ouattara, d'Alpha Condé et de ses amis présidents de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ce qui fait quoi?